Le président mozambicain Filipe Nyusi a reçu les symboles de la République du Mozambique. Au pouvoir depuis 2014, Filipe Nyusi, 60 ans, a été investi pour un nouveau mandat à la tête du Mozambique. En Centrafrique, 2 chefs de milice et 29 de leurs hommes sont jugés pour leurs diverses responsabilités dans le massacre en 2017 de nombreux civils et le meurtre de 10 casques bleus. Le Sénat malgache a saisi la Cour constitutionnelle pour obtenir l'annulation d'ordonnances prises par le président Andry Rajoelina. C'est ce qu'a annoncé mercredi le président de cette chambre, Raivo Hakotovao. C'est là les grandes lignes de cette édition. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Le président mozambicain Filipe Nyusi, au pouvoir depuis 2014, a été investi à la suite des élections générales du 15 octobre dernier. L'opposition et une bonne partie des observateurs étrangers ont dénoncé de nombreuses irrégularités lors du scrutin, dont les résultats pourtant ont été validés par la justice. Reportage. Nous envisageons la création cette année d'un fonds souverain pour financer les efforts de diversification de l'économie et qui pourra servir aux générations futures, a déclaré M. Nyusi lors de la cérémonie d'investiture à son deuxième mandat. Au pouvoir depuis 2014, Filipe Nyusi, 60 ans, a été réélu haut la main lors des élections générales du 15 octobre dernier. L'opposition et une bonne partie des observateurs étrangers ont dénoncé de nombreuses irrégularités lors du scrutin dont les résultats ont toutefois été validés par la justice. Considéré comme un des pays les plus pauvres de la planète, le Mozambique est englué dans une grave crise économique et financière aggravée par des emprunts cachés qui nourrissent des allégations de corruption au plus haut sommet de l'État. Nyusi a lui-même été personnellement mis en cause dans ce scandale lors d'un récent procès aux États-Unis. Maputo espère bientôt tirer profit du gigantesque réserve sous-marine de gaz découverte au large de la province de Cabo Delgado, au nord du pays, en proie depuis 2 ans à une insurrection islamiste meurtrière pour devenir un des principaux exportateurs au monde à l'horizon 2025. Il a à peine évoqué les violences djihadistes dans le Cabo Delgado qui ont tué plusieurs centaines de civils et la vague d'attaques récentes survenue dans le centre du pays, attribuée à une faction dissidente du principal parti d'opposition, le Renamo. Le procès de 2 chefs milices et de 29 de leurs hommes pour leurs diverses responsabilités dans le massacre en 2017 de nombreux civils et le meurtre de 10 casques bleus dans le sud-est de la Centrafrique s'ouvre à Bangui. Les accusés comparaissent pour le massacre de nombreux civils selon le dossier d'instruction lu par le greffier du tribunal qui n'a toutefois pas précisé le nombre exact. Reportage. Crépin Wanakam et Kevin Bérébéré, connus sous les noms de guerre de Pino Pino et Bérébéré, sont assis au premier rang du banc des accusés de ce procès qui devrait durer 1 semaine. En tout, les 31 accusés sont jugés par la cour criminelle du tribunal de Bangui pour crimes contre l'humanité, crimes de guerre, pillage et meurtre, a précisé à l'agence France-Presse le procureur de la République, Éric Didier Tambo. Les accusés comparaissent pour le massacre de nombreux civils, selon le dossier d'instruction lu par le greffier qui n'a pas précisé leur nombre exact, ainsi que pour le meurtre de 10 casques bleus, 6 Marocains et 4 Cambodgiens. Le général Pino Pino et le lieutenant Bérébéré étaient à la tête d'un groupe armé qui a notamment attaqué le 13 mai 2017 le quartier de Tokoyo et une base de l'ONU dans la localité de Bangassou. Selon l'ONU, l'assaut avait fait 72 morts, 76 blessés et 4400 déplacés. Les membres de la communauté musulmane qui se trouvaient dans l'église catholique de cette ville avaient été particulièrement visés. C'est la signature d'un accord de paix le 6 février 2019 entre le pouvoir de Bangui et 14 groupes armés a permis une baisse significative des affrontements. Le pays reste secoué par des combats réguliers. Bérébéré s'était rendu le 21 janvier 2018 au casque bleu de la base de la mission des Nations Unies en Centrafrique MINUSCA, déposant les armes pour réclamer leur protection
contre son lieutenant Pino Pino qui s'était retourné contre lui. 4 mois plus tard, Pino Pino avait été arrêté en République démocratique du Congo avec 33 membres de sa milice, puis extradé à Bangui. Leur présence à ce procès témoigne que la justice centrafricaine réaffirme sa volonté de lutter contre l'impunité, a réagi mardi auprès de l'agence France-Presse le président de la Ligue centrafricaine des droits de l'homme. Le Sénat malgache, contrôlé par l'opposition, a saisi la Cour constitutionnelle pour obtenir l'annulation d'ordonnances à ses yeux irrégulières prises par le président Andry Rajoelina, a annoncé mercredi à l'AFP le président de cette chambre, Raivo Rakotovao. Reportage. Entre son entrée en fonction et l'élection de la nouvelle Assemblée nationale, Andry Rajoelina a signé 14 ordonnances relatives entre autres au recouvrement des avoirs illicites à Madagascar, à l'élection et à la désignation des sénateurs. Selon le président du Sénat, il a depuis omis de faire valider ces tests par un vote à l'Assemblée nationale, ainsi que le requiert la loi fondamentale de la Grande Île. L'exécutif a le devoir de se conformer à la Constitution et aurait dû soumettre à la ratification des parlementaires les ordonnances prises. A plaidé Rakotovao. Nous n'avons aucune arrière-pensée politique. Le Sénat exerce juste son droit et ses devoirs envers la nation. C'est l'ordonnance qui a réduit le nombre des sénateurs et n'a pas plu au président du Sénat à déplorer auprès de l'AFP un proche de Rajoelina s'exprimant sous couvert de l'anonymat, l'accusant de compromettre le développement du pays. Si la plus haute juridiction du pays donne raison au président du Sénat, 5 accords de prêt de financement conclus entre le gouvernement malgache et des bailleurs de fonds seraient annulés. Les crises politiques sont récurrentes à Madagascar, un des pays les plus pauvres de la planète. La dernière élection présidentielle s'y est déroulée dans un climat très tendu. L'opposition guinéenne a annoncé ce mercredi une suspension de ses manifestations contre un projet de 3e mandat attribué au président Alpha Condé. Ceci après 3 jours de protestation ayant fait au moins 3 morts. Les détails. Le Front national pour la défense de la Constitution, FNDC, le collectif de partis, de syndicats et de membres de la société civile qui mène la protestation depuis 3 mois contre un éventuel 3e mandat d'Alpha Condé, a suspendu ce 15 janvier 2020 les manifestations selon un communiqué publié mercredi soir. Cette suspension du Front vise à procéder dans le calme à l'enterrement des victimes et permettre aux Guinéens de se réapprovisionner en produits de consommation. Il avait appelé à une mobilisation massive et illimitée à travers le pays à partir de lundi. La mobilisation a fait depuis lundi au moins 3 morts, dont 1 à Conakry et 2 à Labé dans le nord, selon les familles des victimes, des sources médicales et de sécurité. Par ailleurs, la campagne pour les élections législatives prévue le 16 février va débuter jeudi à minuit jusqu'au 14 février, selon un décret présidentiel lu mercredi soir sur les médias d'État. L'opposition, qui voit en ces législatives une manœuvre du président Condé pour renforcer son pouvoir, a annoncé qu'elle boycotterait le scrutin et en empêcherait sa tenue à cause de divergences avec le pouvoir sur son organisation. Depuis la mi-octobre, le FNDC a fait descendre dans les rues à plusieurs reprises des dizaines ou des centaines de milliers de Guinéens dans ce petit pays de 13 millions d'habitants. Plus de 20 civils ont été tués ainsi que gendarmes et des dizaines de personnes arrêtées. L'opposition est convaincue que le chef de l'État élu en 2010 et réélu en 2015 entend se représenter fin 2020 alors que la Constitution limite à 2 le nombre de mandats présidentiels. Les prochaines élections générales très attendues en Éthiopie. La commission électorale lève un coin de voile sur son intention et propose de les organiser en août. Cette période se situant en plein cœur de la saison des pluies, les critiques ne se sont pas fait attendre. Reportage. Les élections prochaines en Éthiopie sont perçues comme une étape cruciale dans la transition politique que tente de mener à bien le Premier ministre Abiy Ahmed. Mais l'ambiance laisse à désirer. Tout se passe dans un contexte de violence communautaire croissante.
Entré en fonction en avril 2018, après plusieurs mois de manifestations antigouvernementales, le prix Nobel de la paix 2019 espère que les Éthiopiens lui donneront le mandat pour mettre pleinement en œuvre les réformes politiques et économiques qu'il envisage. Il avait promis de faire en sorte que les élections libres, justes et démocratiques aient lieu cette année en mai ou juin, malgré les défis sécuritaires. Mais le calendrier prévisionnel publié mercredi par la Commission électorale nationale prévoit un scrutin pour le 16 août. Le processus d'inscription sur les registres électoraux commencerait en avril et la campagne en mai. La directrice de la communication de la Commission a indiqué que l'organe avait commencé à solliciter l'avis des partis politiques et autres parties prenantes et publierait un calendrier définitif d'ici au 1er février. Lors d'un forum mercredi réunissant des partis politiques et des membres de la société civile, ce calendrier a rencontré de nombreuses objections, plusieurs personnes estimant que les pluies risquaient de rendre la logistique encore plus difficile. Les participants se sont aussi inquiétés de l'état de préparation de la commission électorale et de la situation sécuritaire dans le pays. Au revoir l'été, la Coupe d'Afrique des Nations de football au Cameroun en 2021 se jouera en février, un retour à la situation qui prévalait avant la dernière édition de la compétition. C'était en Égypte en 2019, dans la ville de Dakar. La nouvelle est plus que très bien accueillie. Reportage. La CAN se jouera au Cameroun du 9 janvier au 6 février, a d'abord annoncé mercredi la Fédération camerounaise de football, la FECAFOOT, sur sa page Facebook en précisant date modifiée pour des raisons météorologiques à la demande du Cameroun. L'information a été confirmée peu après par la CAF à l'issue d'une réunion à Yaoundé. Pour l'édition 2021, la Coupe d'Afrique des Nations se déroulera au Cameroun du 9 janvier au 6 février 2021. Le Cameroun est mobilisé de façon historique et exceptionnelle pour réunir les conditions optimales d'organisation de cet important événement. Nous avons eu l'assurance du gouvernement, ils seront prêts et maintenant nous avons confiance à cet engagement du gouvernement que tout sera prêt pour une grande fête du football africain. Historiquement, la période normale de la compétition était en janvier et février, avec des conditions climatiques plus favorables que l'été trop chaud. Le président de la CAF, le malgache Ahmad Ahmad, avait changé la donne à la surprise générale, à peine élu en 2017 pour succéder au Camerounais Issa Hayatou. L'annonce de mercredi est donc un revirement. Je pense que c'est une bonne chose, Je pense que c'est une bonne chose parce que ça va permettre aux joueurs d'avoir plus de fraîcheur, parce qu'au mois de juin, il fait un peu frais. Au mois de janvier, du moins, il fait un peu frais. Les joueurs auront du mal à jouer librement dans la CAN parce qu'ils auront une pression qui est tenue par le club. Ce retour à une CAN en hiver intervient par ailleurs alors que la Fédération internationale de football FIFA a exprimé sa volonté de faire place nette en été au futur mondial des clubs. La première édition de cette compétition, qui aura dorénavant lieu tous les 4 ans et non plus chaque année, doit se disputer en juin 2021 en Chine avec 24 équipes au programme, selon une réforme voulue par le président de la FIFA, Gianni Infantino. Ce sera donc tout pour ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne journée en compagnie d'un programme des SICA. À très bientôt.